Et si un simple refus pouvait ébranler l'ordre établi entre les nations? Imaginez, dans un monde où la diplomatie est souvent faite de compromis silencieux, qu'un pays décide soudain d'élever la voix, de briser le cycle et de dire non à la puissance qui dicte l'agenda mondial. Ce non, lancé par le Burkina Faso face aux États-Unis, n'est pas seulement une réponse à une demande. Il se dresse comme un symbole, un point d'inflexion, un défi lancé à l'ordre international tel qu'il est façonné depuis des décennies. En plein tumulte mondial, alors que les crises migratoires redessinent les alliances et que chaque décision diplomatique est scrutée à la loupe, le Burkina Faso vient d'opposer un refus catégorique aux États-Unis. Concrètement, Ouagadougou refuse d'accueillir sur son sol des expulsés venus d'Amérique, y compris ceux qui n'ont aucun lien avec son territoire. Ce geste, bien plus qu'un désaccord administratif, résonne comme une déflagration sur la scène internationale, rappelant les moments où de petits États ont osé défier les grands, comme lorsque Cuba a résisté à l'embargo américain pendant plus de 6 décennies, ou lorsque l'Inde a mené son mouvement de non-alignement à l'époque de la guerre froide. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. La sanction tombe, suspension immédiate de la délivrance de visas aux citoyens burkinabés. Derrière cette mesure, une pression s'installe, dépassant largement la simple question de papier et de tampons. On se souvient de cas similaires. En 2017, l'administration américaine avait déjà suspendu la délivrance de visas à certains pays africains et asiatiques, tels que l'Érythrée ou le Cambodge, pour les forcer à coopérer au sujet des expulsions. Dans chaque cas, la suspension des visas devient une arme de dissuasion silencieuse, mais redoutablement efficace. Au-delà de la suspension, c'est tout un système d'intimidation qui se dévoile. Les visas, instruments anodins en apparence, se transforment en armes silencieuses pour isoler, punir, contraindre. Le message américain est limpide. Défier l'ordre, c'est risquer l'exclusion du cercle des puissants. Cette logique rappelle les embargos économiques que les États-Unis ou l'Union européenne imposent régulièrement pour obtenir une obéissance politique, comme ce fut le cas contre l'Iran ou le Venezuela. Mais Ouagadougou ne se contente pas de résister. Ce refus marque une rupture. Le Burkina Faso ose dire non là où, hier encore, le silence imposait l'obéissance. Certains y voient une provocation délibérée, d'autres la naissance d'une nouvelle dynamique de pouvoir pour le continent africain. Des analystes rappellent que, dans les années 60, lorsque le Ghana de Kwame Nkrumah a refusé les diktats de l'Occident en matière de politique économique, cela a ouvert la voie à une vague de revendications souverainistes à travers toute l'Afrique. Le face-à-face est risqué. Si l'Afrique plie, elle demeure prisonnière du rôle de subalterne. Si elle tient bon, elle s'expose à l'isolement et aux représailles économiques. Mais elle pourrait aussi gagner le respect, la marge de manœuvre et l'autonomie qu'elle revendique depuis si longtemps. L'histoire regorge de pays qui, en défendant leur souveraineté contre vents et marées, ont fini par gagner une place à la table des négociations mondiales, à l'image du Vietnam après des décennies de conflits et de résistance. Un simple non peut-il vraiment tout changer? Ce geste pourrait bien ouvrir une ère où souveraineté rime enfin avec dignité et où la peur change de camp. C'est un pari risqué, mais qui pourrait servir de catalyseur à une transformation profonde de l'Afrique dans les décennies à venir. Mais comment en est-on arrivé à ce bras de fer diplomatique? Retour sur les coulisses d'un refus qui secoue les équilibres mondiaux. Pour comprendre la portée du refus du Burkina Faso, il faut plonger dans les racines profondes des politiques migratoires mondiales et dans l'histoire complexe des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Depuis plus de 3 décennies, les États-Unis externalisent massivement l'expulsion de migrants jugés indésirables. Plutôt que d'assumer seul le retour des personnes sans papier, Washington tente de convaincre ou de forcer d'autres États à accepter ces expulsés. C'est une pratique qui rappelle les accords de pays tiers sûrs imposés à la Turquie ou au Mexique pour retenir les migrants loin des frontières américaines ou européennes. L'Afrique, fragilisée par la dépendance économique, se retrouve prise au piège d'un jeu d'influence, tiraillée entre ses intérêts propres et d'intenses pressions étrangères. Le Burkina Faso n'a pas été choisi au hasard. Cette stratégie s'inscrit dans la continuité d'une longue histoire de coopération sous contrainte, où l'aide au développement ou les accords sécuritaires servent de levier.
On se souvient qu'en 2015, l'Union européenne avait négocié avec plusieurs pays africains des accords de réadmission, conditionnant l'aide financière à l'acceptation de migrants expulsés d'Europe. Accepter des migrants venus des États-Unis, même sans lien avec le pays d'accueil, devient la condition silencieuse pour obtenir certaines faveurs ou éviter des représailles déguisées. Les accords signés au fil des années se transforment souvent en contrats léonins. D'un côté, promesses de fonds ou d'avantages diplomatiques, de l'autre, l'obligation d'absorber les conséquences migratoires d'une puissance extérieure. Sous le masque de la coopération, l'injustice perdure. L'Afrique porte, encore et toujours, le poids des décisions des plus puissants. Par exemple, l'accord UE-Turquie de 2016 a permis à l'Europe de réduire drastiquement l'arrivée de migrants, mais au prix d'une immense pression démographique et sécuritaire sur la Turquie, qui s'est retrouvée avec des millions de réfugiés à gérer, sans réel soutien à long terme. Dans ce contexte, les visas cessent d'être de simples documents. Ils deviennent des armes. Pouvoir voyager, étudier, travailler à l'étranger. Pour des milliers d'Africains, le visa incarne l'espoir d'un avenir meilleur. Suspendre ces visas, c'est exercer un chantage brutal sur les rêves de tout un peuple. C'est imposer un choix impossible, plier ou être condamné à l'isolement. De nombreux témoignages illustrent cette réalité. Aïssata, étudiante burkinabé, raconte comment son rêve d'intégrer une université américaine s'est évaporé du jour au lendemain, la laissant face à un avenir incertain. Les entrepreneurs, comme Moussa, voient aussi leurs projets internationaux s'effondrer à cause d'une décision politique qui les dépasse. L'enjeu est immense. Derrière ces politiques, ce sont la souveraineté réelle des États africains et leur droit à l'autodétermination qui se joue. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est accepter que la domination perdure, génération après génération. L'histoire de la RDC, autrefois Zaïre, rappelle combien l'ingérence extérieure, sous couvert de coopération, a pu ruiner des décennies de développement et de stabilité. Mais le refus du Burkina Faso va bien au-delà d'une simple question administrative. Il dévoile un affrontement bien plus vaste. Ce geste marque une fracture qui pourrait bouleverser les équilibres établis. Les répercussions ne se feront pas attendre, tant sur le plan diplomatique qu'à l'échelle du continent. On peut évoquer le cas du Mali, qui a osé expulser la mission onusienne MINUSMA, redéfinissant ainsi ses priorités de souveraineté et d'autonomie. Derrière chaque refus de visa se cache une leçon de pouvoir. Ce qui semble une formalité administrative devient un bras de fer géopolitique. Le passeport se mue en armes, le rêve d'ailleurs en monnaie d'échange. Ces dynamiques rappellent la diplomatie du dollar au début du XXe siècle, où les États-Unis utilisaient leur puissance économique pour orienter la politique des pays latino-américains. Quand le gouvernement burkinabé refuse de reprendre ses ressortissants expulsés des États-Unis, la réaction américaine est immédiate. Suspension totale des services de visa à Ouagadougou. Ce n'est pas une simple mesure technique. C'est un avertissement adressé à l'État, mais surtout à sa jeunesse, à ses étudiants, à ses entrepreneurs, à tous ceux qui aspirent à s'ouvrir au monde. C'est aussi une manière de tester la résilience de la société burkinabé et d'observer la réaction des autres pays africains. Washington vise à faire plier non seulement un gouvernement, mais aussi toute une société. En frappant la classe moyenne, les familles ambitieuses, la Maison-Blanche transforme la frustration collective en levier de pression. Son calcul est froid, provoquer le mécontentement pour forcer la main à des dirigeants jugés trop indépendants. L'histoire récente en témoigne. Lors de la crise du Zimbabwe, les sanctions ciblées contre les élites et la population ont eu pour but de retourner l'opinion publique contre le régime de Mugabe. Mais la réaction du Burkina Faso échappe au scénario attendu. Pas de panique officielle, pas de négociations secrètes. Au contraire, le ministre burkinabé dénonce publiquement le chantage, nommant la sanction pour ce qu'elle est, une forme moderne de coercition, digne des heures sombres du néocolonialisme. Cette prise de position rappelle celle de Patrice Lumumba, qui, à la veille de l'indépendance du Congo, a osé dénoncer publiquement les humiliations infligées à son peuple. Ce geste n'est pas anodin. Il rompt avec la diplomatie feutrée qui régit habituellement les relations entre grandes puissances et partenaires africains. En exposant l'injustice,
le Burkina Faso retourne la pression contre ses auteurs. Refuser de céder, c'est refuser que la mobilité devienne un instrument de domination. Comme en 2018, lorsque le Rwanda a refusé d'être le dépotoir des vêtements usagés occidentaux, acceptant le risque de sanctions économiques pour protéger sa dignité. Mais cette dignité a un coût. Dire non expose le pays à l'isolement, à la perte d'opportunités pour sa jeunesse, à la fuite de ses talents. Pourtant, accepter ce marché reviendrait à sacrifier l'avenir d'une génération pour préserver un confort diplomatique éphémère. L'Éthiopie, confrontée à une situation similaire avec l'Union européenne, a également préféré assumer l'isolement plutôt que de céder à la pression migratoire. Ce bras de fer n'est pas qu'une dispute migratoire, il révèle la brutalité des rapports de force contemporains. Tant que la mobilité sera utilisée comme arme, la souveraineté du continent restera menacée. Cette réalité se vérifie dans de nombreux domaines, de l'accès aux médicaments à la gestion des ressources naturelles, où la dépendance crée des vulnérabilités structurelles. Debout face au chantage, le Burkina Faso trace une nouvelle voie. Accepter l'isolement, c'est peut-être ouvrir la porte à une affirmation identitaire inédite. L'exemple de la Tanzanie dans les années 70, qui avait fermé ses frontières pour préserver son modèle de développement, montre que le repli temporaire peut aussi être une étape vers l'autonomie. Mais dans les rues de Ouagadougou, les réactions ne sont pas unanimes. Entre colère, résignation et fierté, la société se prépare à affronter les conséquences de ce choix historique. Des étudiants témoignent de leur frustration, tandis que d'autres saluent le courage du gouvernement. Les débats s'enflamment sur les ondes, les réseaux sociaux, dans les marchés et les universités. Peut-on vraiment imaginer qu'un seul refus fasse vaciller l'équilibre d'un continent tout entier? Au lendemain de l'annonce du Burkina Faso, l'Afrique retient son souffle. Du Nigeria au Rwanda, de l'Érythrée au Ghana, les capitales s'interrogent, les chancelleries bourdonnent d'hypothèses. Certains dirigeants, longtemps engourdis par la prudence, voient dans cet acte une ouverture, une permission de sortir de la réserve imposée. On assiste à l'émergence d'une solidarité panafricaine, comme lors de la lutte contre l'apartheid, où la fermeté de certains pays a entraîné une dynamique collective de résistance. Au Nigeria, la société civile acclame le courage de Ouagadougou. Sur les réseaux, une jeunesse impatiente réclame, à son tour, la fin des diktats venus d'ailleurs. Même au Ghana, fidèle allié des puissances occidentales, des voix rappellent qu'aucun peuple n'est fait pour servir de décharge à autrui. L'Érythrée, coutumière des bras de fer, salue la fermeté de son voisin. Le débat dépasse l'immigration. Il touche à l'honneur, à la dignité, à la possibilité de se tenir droit face au monde. C'est tout le continent qui se pose la question de la place qu'il souhaite occuper dans le concert des nations. Un souffle nouveau parcourt la génération montante des leaders africains. L'ère des consultations infinies et des promesses tièdes semble révolue. Le Burkina Faso devient le symbole d'une parole claire, d'une action sans détour. Même les plus hésitants sont tentés de réexaminer leur dépendance aux puissances étrangères. Peu à peu, la ligne se dessine entre coopération loyale et soumission humiliante. Ce débat rappelle celui qui a traversé l'Amérique latine lors de la vague d'émancipation des dictatures, où chaque pays devait choisir entre rester dans l'ombre ou s'affirmer sur la scène internationale. Mais jusqu'où l'Afrique peut-elle pousser cette affirmation sans risquer de s'isoler? Certains redoutent des représailles, sanctions, suppression des visas, retrait des investissements. D'autres, au contraire, perçoivent dans cette résistance une chance historique. Peut-être le moment est-il venu de bâtir un nouveau modèle, fondé sur le respect réciproque et l'égalité de traitement. C'est là l'occasion de s'inspirer de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui a su imposer ses conditions lors des négociations commerciales internationales en parlant d'une seule voix. Sur les campus, dans les radios, la question fait rage. Doit-on tout accepter pour rester arrimé au marché mondial? Ou bien poser, enfin, des limites pour préserver sa souveraineté? Cette interrogation fait émerger une conscience panafricaine, portée par le refus de l'humiliation et l'ambition d'autonomie. Ce n'est plus la voix isolée du Burkina Faso, mais celle d'un continent qui ose, pour la première fois depuis longtemps, dire non. La société civile camerounaise, ivoirienne, sénégalaise se mobilise,
réclamant des réformes structurelles et la fin des accords déséquilibrés. La dignité redevient un principe, pas un slogan creux. La jeunesse, lasse des compromis sans issue, voit dans ce geste la preuve qu'un sursaut est possible. Et si la véritable force de l'Afrique résidait dans sa capacité à refuser le chantage, à s'unir sur l'essentiel et à transformer la résistance en moteur de renouveau? Les exemples du Rwanda, qui a bâti son modèle sur l'autosuffisance, ou du Botswana, qui gère ses ressources minières sans ingérence, montrent que l'autonomie n'est pas un rêve inaccessible. Le danger de l'isolement n'a pas disparu. Pourtant, pour beaucoup, il vaut mieux affronter les tempêtes la tête haute que d'avancer courbé par la peur. Si l'Afrique réussit à imposer ce nouvel équilibre, elle pourra négocier sans complexe, façonner ses propres destins et ne plus attendre la validation de l'Occident. Comme l'a montré la montée en puissance de la Chine, l'indépendance stratégique commence toujours par un acte de rupture, suivi d'années de sacrifices et de reconstruction patiente. Mais le monde ne reste pas indifférent. Dans les grandes capitales occidentales, la riposte s'organise, déterminée à défendre ses intérêts. Les médias internationaux relaient le bras de fer, les diplomates s'activent en coulisses, cherchant à diviser pour mieux régner. L'histoire de l'OPEP, qui a su faire plier les marchés mondiaux du pétrole dans les années 70, rappelle que même des pays longtemps considérés comme faibles peuvent retourner le rapport de force par l'unité et la vision stratégique. Refuser, ce n'est qu'un commencement. Mais comment avancer sans attendre le feu vert de quiconque? Dire non n'a de poids que s'il s'accompagne d'une vision claire pour bâtir demain. La souveraineté retrouvée ne doit pas être un slogan de fierté ou une réaction de circonstance. Elle doit devenir le levier d'un progrès concret, mesurable par chaque Africain. C'est là que le défi devient collectif. Transformer l'audace en progrès durable. Pour que l'audace se transforme en progrès, l'Afrique doit construire des économies capables de tenir tête aux tempêtes venues d'ailleurs. Fermer la porte aux politiques imposées ne suffit pas. Il faut lancer le chantier d'une indépendance réelle. Cela passe par la valorisation des ressources locales, la création de chaînes de valeur nationales et la transformation sur place de ce que l'on exportait jadis à l'état brut. Chaque franc investi dans l'agriculture, l'industrie ou la technologie doit servir à épaissir l'autonomie, créer des emplois et garantir la sécurité alimentaire. Le Maroc, avec sa stratégie de souveraineté agricole, ou le Kenya, qui développe ses propres start-up technologiques, montre la voie d'une croissance endogène viable. Mais l'économie seule ne fait pas la force d'une nation. Sans institutions solides, la souveraineté reste une illusion fragile. Il faut sortir des vieux schémas hérités de l'extérieur, repenser la gouvernance selon nos réalités. Des administrations transparentes, une justice indépendante, un parlement respecté. Voilà les piliers d'une ambition souveraine. Tant qu'il manque, la porte reste ouverte à l'ingérence. La Tunisie, après sa révolution, a compris à quel point l'indépendance institutionnelle était le socle d'une véritable autonomie politique. L'unité est tout aussi cruciale. Tant que chaque pays agit isolément, les grandes puissances continueront à diviser pour imposer leurs règles. Mais une Afrique qui parle d'une seule voix, lors des grandes négociations internationales, devient incontournable. L'histoire le montre. Lorsque l'Union africaine s'est unie sur la question des vaccins ou de la dette, le rapport de force a changé, même face aux géants mondiaux. Le succès du COVAX africain, qui a permis d'obtenir des millions de doses de vaccins, a démontré l'efficacité du front uni. Il est temps aussi de changer nos critères de réussite. Trop longtemps, le succès s'est mesuré à l'aune de standards occidentaux. Une croissance modeste, mais conforme aux attentes des bailleurs, une stabilité copiée sur des modèles importés, la fierté d'obtenir des visas ou des aides. Mais le vrai progrès, c'est quand chaque citoyen sent la dignité de son passeport, la valeur de sa formation, la vigueur de son économie locale. C'est quand l'Afrique devient une destination que le monde entier veut découvrir et où investir. L'exemple du Cap-Vert, qui mise sur le tourisme durable et la valorisation de son identité, inspire toute une génération de décideurs. Le chemin est semé d'obstacles. Sans vision ni stratégie, la fierté reste vaine. Mais avec des institutions robustes, une économie enracinée et une solidarité continentale, la rupture avec le passé peut devenir une victoire réelle.
Elle peut prouver à l'histoire que dignité et progrès sont indissociables, et que l'Afrique avance désormais sans demander la permission. L'expérience du Rwanda, du Botswana, du Ghana ou de l'Éthiopie, qui ont misé sur l'éducation, l'innovation et la bonne gouvernance, montre qu'un autre avenir est possible. Mais pour que cette rupture ne reste pas un simple symbole, il faut affronter les résistances internes et les pressions extérieures. L'heure est venue de choisir, céder à la tentation du confort ou s'engager dans la voie incertaine de l'autonomie véritable. Cela suppose des choix courageux, investir dans la formation, soutenir les petites entreprises, renforcer l'intégration régionale et réformer les systèmes éducatifs pour préparer les jeunes à relever les défis de demain. L'Afrique ne tend plus la main pour mendier, elle se dresse et affirme « Ma dignité n'est pas négociable ». Et vous, qu'en pensez-vous ? La décision du Burkina Faso de refuser les expulsés venus des États-Unis n'est pas une simple posture symbolique. Elle marque la fin d'une époque où diplomatie signifiait souvent soumission, où des décisions étrangères s'imposaient sans contestation. Dire non, c'est refuser d'être la terre d'accueil des problèmes des autres, c'est exiger le respect dû à toute nation souveraine. C'est aussi une invitation à repenser les rapports Nord-Sud, à établir de nouveaux partenariats fondés sur l'égalité et la réciprocité. Ce choix a un coût. Il aurait été plus simple de céder à la pression, d'accepter quelques avantages ou la promesse d'une sécurité fragile. Mais à quel prix ? Céder au chantage, c'est abandonner une part de sa liberté, c'est accepter de rester l'éternel pion d'un jeu dont les règles nous échappent. L'histoire du Chili, sous Salvador Allende, ou de la Grèce face à la Troïka, rappelle que céder à la pression extérieure conduit rarement à l'émancipation. Pourtant, chaque fois qu'un pays africain ose poser une limite, le rapport de force change. Le langage des visas, des aides conditionnées, des menaces voilées perd de son efficacité. L'Afrique se relève peu à peu, affirmant « Mes choix m'appartiennent, mon territoire aussi ». Cette prise de conscience collective est la première étape vers une émancipation durable, comme l'a montré l'essor des pays d'Asie de l'Est au cours du XXe siècle. La vraie indépendance ne se réduit pas à l'absence de chaînes visibles. Elle réside dans le courage de défendre sa dignité, même face à l'adversité. Le Burkina Faso rappelle aujourd'hui que la souveraineté n'est pas une faveur, mais un droit inaliénable. Ce principe, défendu par des figures comme Thomas Sankara, Nelson Mandela ou Amilcar Cabral, trouve une nouvelle actualité dans le contexte africain contemporain. Ce combat dépasse les frontières d'un seul pays. Il engage tout un continent. Car derrière chaque bras de fer diplomatique, ce sont l'accès aux opportunités mondiales, la réputation et l'autonomie de l'Afrique qui se jouent. Rester dans la peur, c'est abandonner son destin à ceux qui préfèrent nous voir dépendants. Mais choisir la voie du courage, c'est bâtir un avenir où chaque génération pourra marcher la tête haute. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre dignité ? Sommes-nous capables de remettre en question de vieilles certitudes pour bâtir un avenir fondé sur le respect mutuel ? Chaque décision, chaque voix compte dans cette renaissance. Cela exige un engagement collectif, une vision partagée et la volonté d'assumer les conséquences de ses choix. Choisir la souveraineté, c'est se donner le droit de rêver plus grand, d'ouvrir les portes d'un futur que nul ne pourra refermer. Parce que la dignité n'est pas un privilège, c'est le socle de toute indépendance véritable. L'histoire jugera ceux qui auront osé défendre ce principe et qui auront contribué à bâtir une Afrique forte, respectée et souveraine. Et vous, de quel côté de l'histoire serez-vous ? Serez-vous parmi ceux qui acceptent l'ordre établi ou parmi ceux qui œuvrent à le transformer ? À chacun de choisir sa place.